Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler des acroporas. Pour moi c'est le corail emblématique de l'aquariophilie récifale. Je vous dis tout de suite juste après le générique. Je vous disais que l'acropora est quand même un corail qui reste quand même emblématique sur l'aquariophilie récifale. Des gens me posent énormément de questions, pourquoi on n'arrive pas à les maintenir alors que l'aquarium est pour lui quelque chose de tip-top. Donc je vais vous parler de tout ça, des espèces qui sont plus faciles que d'autres. Et dans mon expérience, toutes les maladies qu'on peut ressentir, qu'on peut avoir aussi, que les débutants ne peuvent pas des fois définir. Je vais vous expliquer ma philosophie un peu, comment les cultiver. Alors je ne dirais pas à 100% parce qu'il y aura toujours des échecs sur la façon de les élever. On va commencer déjà par le thème de la chimie sur un aquarium quand on veut recevoir des acroporas. Alors, les acroporas sont très exigeants sur une qualité de lumière qui est assez fort par rapport à du LPS. Ils sont aussi exigeants aussi sur la qualité de la chimie de l'eau, surtout sur la partie nutriments. Et aussi sur les variations aussi de la chimie que vous faites sur vos aquariums. Donc la chimie, ça veut dire que les acroporas sont très sensibles à des valeurs de KH. Le KH doit être super stable, ainsi que la température aussi de l'eau doit être super stable. Donc il faut éviter d'avoir des variations très brutales entre le jour et la nuit, et aussi avoir des températures de bonne, je dirais, une température assez optimum. Donc on va déjà commencer par une température variable à 25, 28 ou 24, 28, c'est des très bonnes valeurs. Attention à ne pas dépasser les 30 degrés, voire les 29 degrés l'été, parce que là on arrive à un blanchiment d'acropora et c'est très fatal les températures hautes. Et je vous explique aussi, c'est la même chose qui arrive sur les grandes barrières de coraux dans le monde. Beaucoup de choses aussi sur le carbonate, ça veut dire le KH. Le KH est un élément aussi déterminant aussi pour la cultivation des acroporas. Il faut éviter d'avoir sans arrêt du yo-yo sur le KH, c'est-à-dire avoir un KH très stable. Donc maintenant avec les nouveaux matériels qu'on a sur le marché aquariophilie, avec des bonnes pompes doseuses, on arrive quand même à avoir de la stabilisation sur le KH. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut éviter que votre KH, si vous maintenez un KH sur 7, évitez d'avoir un KH qui passe de 7 à 9, de 9 à 7, de 7 à 9 et ainsi de suite. Ou voir aussi des KH trop forts. Ça ne sert strictement à rien d'avoir des taux de KH élevés, c'est-à-dire des taux de KH de 10 ou 15, ou ça sert à rien. Moi j'ai toujours bien maintenu mes acroporas sur un KH entre 7 et 7,5, voire 8, c'est largement suffisant. Le KH n'est pas le seul facteur, il y a aussi le calcium. Alors on peut avoir un bon KH et un mauvais calcium. On peut avoir aussi pareil une mauvaise densité, un KH fort, et ça les acroporas n'aiment pas ça. Donc avant que je parte sur du calcium, il faut aussi vérifier votre densité. Il faut que votre densité aussi ne yoyote pas comme le KH et tous les supports chimiques. Il faut que votre densité soit tout le temps pile poil bien à 1024, donc ça veut dire à 35 ppm par litre, et éviter d'avoir des trop gros effort sur l'osmolation. Il faut avoir une petite osmolation et non des grosses osmolations, et ça les acroporas n'aiment pas non plus. Je disais la densité 35, 36 c'est très bien, voire 30K c'est très bien, mais faites attention aussi à votre taux de calcium. Le taux de calcium aussi est un élément indispensable aussi pour sa construction au niveau du corail. On peut avoir une bonne densité, mais on peut avoir un mauvais taux de calcium. Ça veut dire qu'à 36, vous avez une stagnation à 380. Posez-vous des questions, pourquoi vous avez 380 mg de calcium. Donc vous n'envoyez pas assez, alors je pense que c'est du chlorure de calcium dans votre aquarium au niveau du baling, ou un mauvais réglage du rack. Donc posez-vous la question, pourquoi votre CA est trop bas. Autre élément important aussi,
ce sont les nutriments. Alors les nutriments, moi ce que j'appelle les nutriments, ce sont les PO4 et les NO3, donc nitrate, phosphate. Les taux de phosphate pour un acropora qui soit beau en couleur ne doit pas dépasser les 0,03 de PO4. Nitrate, je dirais, moi, si on est plus près du 0, c'est encore mieux. Et si on dépasse le 0, je dirais aller sur 3 mg, 4 mg, c'est très très bien. Mais le problème, que si on a un taux bas et un taux de nitrate fort, on va produire de la cyanobactérie. Donc c'est à vous d'ajuster vos PO4, vos NO3 pour vraiment que votre corail se développe. Je vais aussi en même temps parler de la chimie, je vais parler aussi des éléments pollueurs. Faites très attention à ça. Donc comment connaître les éléments pollueurs? Généralement, un acropora qui sera agressé par un élément pollueur va commencer à blanchir au niveau du pied, au niveau de la structure de l'acropora. Donc il y a quelque chose qui se passe et votre acropora ne peut pas se pousser. Donc en fait il est en phase latente. Donc il y a quelque chose qui le perturbe et il ne va pas pousser correctement. Donc la seule chose à faire, c'est vraiment de faire des tests ICP. Donc la test ICP, j'ai déjà fait un tuto là-dessus. Je vais mettre le lien en haut ici. Donc regardez-le, c'est très important. De la chimie, je parle vraiment des bases. Après, il y a d'autres éléments qui sont très importants aussi pour maintenir un récif d'acropora dans votre aquarium. Il y a beaucoup d'éléments comme le strontium, l'iode, il y a beaucoup de choses aussi à maintenir. Et ça, c'est que les tests ICP qui vont vous dire comment remettre des oligo-éléments dans votre aquarium. Ça, plus tard, il y aura un tuto là-dessus, comment moi je gère mes oligo-éléments. Je vais vous montrer un peu tout ça. Et ça va pas tarder à sortir, mais j'attends juste mes derniers tests ICP pour vraiment confirmer un peu de ce que je vais faire en vidéo. Autre paramètre important, je vous ai dit, il y a la lumière, il y a la chimie, il y a aussi le brassage qui se trouve là. Donc un brassage, généralement, que les acropora aiment, c'est le brassage fort de l'acropora dans un aquarium. C'est le brassage qui est plutôt fort. Donc on est sur une partie où on va mettre des pompes assez hautes et on va envoyer du flux partout dans l'aquarium. Et généralement on part sur une base de 40 fois le volume d'eau sur du brassage. Alors c'est pas pareil comme ici, je vous montre ici, c'est que du LPS qu'on met à terre. Donc généralement on met pas les acropora à terre, on met généralement à mi-niveau de l'aquarium, là où il y a le plus de brassage. Donc c'est un élément aussi très important aussi. Pour maintenir aussi, toujours, je vous ai parlé de la chimie, mais là je vais vous parler un peu de l'alimentation des acropora en général. En fait, l'acropora va uniquement se servir de nourriture, ce sont les lumières qui sont ici. Et quand on est vraiment sur des taux de nutriments qui sont quand même assez bas, leur gros besoin au niveau nutritionnel par rapport à des fortes lumières pour faire de la zooxanthelle, ce sera la vitamine ou acide aminé. Généralement, c'est deux produits qu'on va trouver ensemble. Donc, il faudra injecter journalièrement un peu d'acide aminé. Alors ça, c'est à vous de voir comment injecter le produit par rapport à vos animaux. Si vous avez un grand réservoir peuplé de beaucoup d'acropora, donc il faudra rajouter plus qu'une personne qui aura une acropora et qu'il faudra juste mettre une goutte et que l'autre personne aura plusieurs millilitres à mettre dans son bac. On pourra aussi l'inciter aussi à venir chasser aussi comme nourriture, parce qu'il aime bien aussi tout ce qui est zooplancton. J'ai fait une vidéo là-dessus avec David sur le zooplancton. Les acropora aussi aiment bien quand même ce petit zooplancton, donc on peut aussi injecter du rotifère ou du cyclopis dans l'aquarium le soir. Ça va permettre aussi à l'acropora aussi de se nourrir et de voir un effet de chasse avec des polypes qui est très sympa aussi. Donc c'est des produits à mettre plutôt le soir quand les coraux sont en période de chasse, donc après les lumières bleues. On va parler aussi du placement des acropora. Alors sachez que tous les acropora ne sont pas compatibles ensemble. Comme aussi avec les LPS, certains LPS ne sont pas compatibles ensemble. Donc les acropora aussi, il faut faire très attention à faut faire très attention à que les branches, quand vous avez des grosses colonies, ne se touchent pas, parce qu'ils se luttent contre eux et créent aussi des décrosses. Donc faites attention quand vous commencez aussi à mettre des acropora, espacez bien tous les pieds et regardez comment vos pieds grandissent par rapport à l'autre, parce que certains acropora peuvent prendre jusqu'à, je dirais, 5 cm
par mois et d'autres acropora peuvent pousser 1 cm, voire quelques millimètres par mois. Donc c'est très important quand vous commencez, bien espacer vos pieds et voir comment évoluent vos colonies. On commence par l'achat de votre acropora. Comment acheter votre premier acropora? Donc il y a des espèces qui sont plus faciles que d'autres. Donc je vais vous commencer déjà par l'espèce la plus commune qu'on peut trouver sur le marché aquariophilie, c'est l'Acropora formosa. L'Acropora formosa, c'est une espèce qui a ses ramifications assez longues, qui a des jolis polypes et on les trouve généralement sous la couleur bleue ou sous la couleur verte. Donc ce sont des espèces qui sont très résistantes au niveau de nutriments, parce qu'on peut aussi les avoir sur des taux qui sont assez forts. Mais par contre, comme la verte restera toujours verte, mais la bleue que je vous ai parlé, elle pourra prendre notre dominance au niveau des couleurs. Donc moi j'ai 2-3 espèces dans mon aquarium. J'ai une espèce qui est grise, qui est un très bon indicateur au niveau des phosphates, qui devient bleu quand les phosphates deviennent hauts. Donc quand je suis en tombeau, il est gris. J'ai un autre qui est mauve, j'ai un autre qui est vert. Donc j'ai 3 espèces dans mon aquarium. Je dirais, ils sont assez résistants au niveau de la chimie de l'eau. Donc moi j'ai eu pas mal de catastrophes sur le bac, donc pas mal. J'ai eu 2 catastrophes sur le bac dernièrement, un sur l'ammoniac, donc j'ai tenu des espèces. Et j'avais eu aussi, une pollution au métaux lourds. Et ces espèces-là, je les ai toujours depuis 7 ans dans mon aquarium. Il y a des espèces aussi qui sont assez délicates. Alors ces espèces-là, je voudrais vous en parler. Ce sont plutôt les coraux qu'on a eu un moment sur le marché aquariophile. Ce sont les espèces australiennes. On trouve les shortcakes, on peut trouver... Alors il n'y a pas beaucoup d'espèces en Australie parce qu'on retrouve toujours les mêmes espèces sur le marché aquariophilie. Donc c'est les shortcakes que je trouve très délicats à maintenir. Alors ils peuvent bien pousser d'un jour et mal pousser le mois suivant. Donc c'est des espèces qui sont assez particuliers au niveau de la chimie. On a du mal, quoi. Donc il y a des espèces qui sont un peu difficiles. Il y a aussi des fameux Echinata Aspire. Je n'ai jamais réussi à les tenir, pas plus d'une semaine, alors que je ne sais pas pourquoi. Donc il y a des espèces, je dirais, qui sont très compliquées à maintenir. En Indonésie, c'est pas pareil parce que en fait on fait de la culture de corail, donc les coraux sont mis sur table dans l'eau et ils sont remis après dans des aquariums sous l'aide, donc ils sont habitués déjà à l'aide par rapport à l'Australie, alors que c'est des pièces sauvages arrachées des récifs et qui sont envoyées directement en France. Donc il n'y a pas eu, ils sont pas été habitués à un système clos ou avec un système d'éclairage LED sur les coraux. Et généralement aussi, comme notre chimie d'aquarium est plus agressive que la chimie d'eau de mer naturelle, donc ils ne sont pas habitués, donc il y a un temps de pousse qui se fait. Donc ça c'est une expérience personnelle que je fais. Donc revenons sur l'Indonésie. Donc l'Indonésie, il y a beaucoup d'espèces indonésiennes qui sont très faciles à cultiver dans nos aquariums. Généralement, moi j'en ai encore beaucoup. Donc ce que je vous ai parlé tout à l'heure des Formosa, c'est des espèces d'Indonésie que j'ai. Donc sont très résistantes aux maladies, à la chimie et aussi très résistantes aussi au lait. Ce qu'il faut faire attention aussi, quand je parle aussi de fermes d'élevage d'Indonésie, il faut faire très attention aussi que par rapport à des coraux qui sont sauvages, c'est ce que j'ai remarqué, comme il y a beaucoup de coraux dans des fermes, dans des bassines, ils sont sujets aussi à beaucoup de maladies. Donc il y a des parasites aussi, il faut faire très attention aux parasites. Je reviendrai plus tard sur les parasites, mais il y a beaucoup plus de parasites, je dirais, sur des fermes que sur des pieds sauvages. Je reviens toujours sur mes premiers choix au niveau débutant. Si vous cherchez vraiment des coraux, donc il y a beaucoup de sites VPC, je ne vais pas les citer parce que en France il y a quand même pas mal de sites de VPC qui proposent des beaux coraux. Donc quand vous achetez, faites très attention aux photos parce que des photos sont souvent trompeurs par rapport à la réalité que quand on a le corail. Il y a des espèces qui sont très faciles, je vous ai cité le Formosa, il y a l'espèce aussi qui est l'Acropora tenuis, qui est très jolie aussi, qui est assez simple à maintenir, mais elle a un petit peu d'exigence au niveau des paramètres.
Ici j'ai une espèce que je mets souvent en photo sur Instagram, c'est le Sécalé, qui est assez résistante aussi. Elle, c'est une espèce aussi d'Indonésie. Il y a aussi le tricolore qui est assez facile aussi à maintenir. Le Tortuosa aussi, c'est un accro assez spécial aussi. En niveau maintenant, c'est très facile. C'est très facile. En plus, c'est vert avec des pointes bleues. Il y a des morphes un peu mauves là. Elles sont très jolies aussi, très résistantes, bonnes pousses. Pour ceux qui aiment bien aussi que les coraux bougent avec du polype aussi, c'est bien aussi. Les Millipora aussi, mais pareil. Je dirais qu'ils sont assez fragiles aussi sur le moindre paramètre de chimie de l'aquarium, donc attention. Et aussi ils sont sujets aussi aux parasites aussi. Bon voilà, j'ai fait à peu près le tour. Attention par contre aux coraux qui n'ont pas de polypes, on appelle ça généralement les coraux deep water. Ce sont assez simples à reconnaître, ils ont que des doigts et très peu de polypes, donc c'est les Echinata, comme je vous ai parlé tout à l'heure, d'Australie, la Slayer. Et on a beaucoup les Carolinaria, on a les... J'en perds mes mots, mais il y en a beaucoup où vraiment on voit que c'est un corps fin. Il y a juste un polype à l'extérieur de chaque extrémité de l'aquarium, donc ils sont assez faciles à voir. Et généralement sur les sites c'est marqué deep water. Donc c'est plus des coraux que les gens cultivent avec beaucoup d'expérience. Donc pour les débutants, évitez plutôt ces coraux là. Quand vous recevez vos coraux par VPC, faites très attention au niveau du déballage. Donc faites attention que vos coraux, déjà quand vous déballez, l'eau ne soit pas trouble. Alors généralement si elle est trouble, c'est que le corail a pris une pêche. Donc prévenez votre VPC que le coraux commence à souffrir. Regardez bien aussi la couleur de votre corail. Si votre corail était vert quand vous l'avez acheté et que vous le recevez, il est jaune, c'est qu'il a perdu pas mal de zone horizontale. Donc acclimatez vos coraux déjà dans un premier temps. Comment on acclimate un corail? Alors moi j'ai la possibilité de les acclimater dans mon bac à bouture, mais autrement, si vous avez de la place sur le bas de l'aquarium, ou vous avez une grille à bouture que vous avez collée sur le côté, vous la mettez en bas de votre aquarium, vous mettez vos boutures et vous laissez 15 jours, observer, regarder comment évolue la couleur. Faites aussi attention, alors quand ils sont fatigués les coraux, ne les traitez pas parce que vous allez encore les mettre encore une pêche là-dessus avec des produits agressifs. Donc laissez-les dans votre aquarium pendant au moins une semaine, observez-les et plus tard traitez-les. Alors pourquoi traiter les coraux? On va traiter les coraux pour les déparasiter de tous les prédateurs qui mangent nos acropora. Alors il faut savoir qu'il y a des prédateurs qui mangent qu'une espèce de coraux. Donc il y a des prédateurs, il y a plein de prédateurs, il y a des prédateurs de Zoanthus, il y a des prédateurs de Catalophila, il y a des prédateurs sur toutes les espèces de coraux. Donc on peut trouver aussi des prédateurs de 10 branches. Et nous ce qui nous intéresse c'est nos prédateurs d'acropora. Les prédateurs d'acropora, j'en connais quelques-uns. Alors le premier ce sont les crabes cimo. Donc les crabes cimo généralement se trouvent dans les branches d'acropora. Donc ce sont des tout petits crabes poilus avec des yeux rouges. Facile à traiter, donc au niveau du traitement c'est facile. Et dès qu'on les voit avec un pic à broche, moi je prends un pic à broche ou un pic à fondu, on le retire de l'acropora et par contre on ne le met pas dans son système, on le met à la poubelle. Un autre aussi, alors lui je parle plus d'un fléau, c'est les planaires d'acropora. Donc les planaires d'acropora c'est des tout petits planaires comme vous trouvez pareil sur le sol, c'est des tout petits planaires, mais eux, en fait, ils vont se poser sur les tissus d'acropora pour pomper ou sucer la zone horizontale des acropora. Donc, ils vont trouver un pied qui leur correspond, vont commencer à se mettre dessus, et quand il est à l'âge adulte, donc il faut qu'il a 21 jours, à 21 jours, il commence à être presque adulte, donc je crois que c'est 21 jours à 3 semaines, je ne sais plus, il faut que je regarde nouveau sur mon site, donc c'est un truc de malade. À 21 jours, ils commencent à être sexués et commencent à se reproduire. Donc, à 21 jours, ils font des grappes d'œufs. Donc, c'est une cinquantaine, je crois, d'œufs au pied de l'acropora, là où ça commence à blanchir. Donc, on voit des grappes oranges, on les voit bien. Et 21 jours après, tous ces bébés qu'ils ont fait sont sexuellement compatibles. Donc, c'est un truc de malade. Donc, il faut faire très attention à ça. Ça peut détruire un bac en rien de temps. On ne fait pas attention au blanchiment, on ne fait pas attention à ceci, on ne fait pas attention à cela, et on peut être envahi. Donc la seule solution, c'est de traiter. Il y a des produits pour ça sur le marché. Donc on traite
Et généralement, on traite 3 fois pour éviter d'avoir justement la période d'incubation qui est prescrite. Donc si au bout de la 3e, vous commencez à avoir des planaires, ça a éclos. Donc retraitez encore 3 semaines plus tard, jusqu'à que vous ne voyez plus de planaires sur vos acropora. Faites aussi attention au niveau des œufs. Vous trouverez des œufs au niveau des blanchiments. Donc quand il y a des blanchiments, regardez bien si vous ne voyez pas des grattes d'œufs. Et là, si vous voyez des grattes d'œufs, il faut les gratter à l'aide d'un couteau ou d'un objet pointu. Alors, il y a une autre forme aussi, c'est des gopépodes. Donc on peut trouver des gopépodes rouges et noirs qui mangent aussi les tissus des acropora. Alors c'est comme c'est des gopépodes qui sont plus petits, donc ils sont assez fins, comme des pucerons sur un rosier. Donc faites attention à ça aussi, et ça peut détruire aussi un bac. Alors je peux pas trop parler de la méthode employée pour les tuer, donc il faut traiter les acropora aussi, pareil avec des produits, mais si vraiment vous êtes envahi, je sais qu'il y a un produit là-dessus, je sais plus ce que c'est, il faut que je refasse des recherches là-dessus. Et autrement au niveau des poissons, il faudra introduire aussi des synaptes. Il y a la maladie aussi des RTN et des STN aussi, donc c'est une maladie aussi qu'on va retrouver aussi sur les acropora. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est surtout chimique que ça se produit, ce genre de phénomène. Donc si votre acropora fait des blanchiments, vérifiez qu'il n'y a pas de parasites. Et aussi faites attention aussi à votre chimie de votre aquarium. Comme c'est des produits qui sont très agressifs, les acropora n'aiment pas ça. Bon voilà, nous sommes sur la fin de la vidéo. Je vous ai expliqué un peu la maintenance des acropora. Je suis désolé aux débutants si je vous fais peur sur cette vidéo. Mais sachez qu'un beau bac d'acropora, ça fait plaisir aux yeux. Et aussi, on a un régal aussi à montrer son bac d'acropora plein de couleurs sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi des pouces bleus, des petits messages. Kenavo, ciao et à la prochaine vidéo. Bye bye.